Donc Nance Thomasin nous fait le plaisir d'arriver de sa Drôme natale. Il s'est levé extrêmement tôt ce matin. À 5h30. À 5h30. Il a assuré un atelier d'une grande richesse. Qu'est-ce qui était là, l'atelier tout à l'heure ? L'art du vagabondage. Ouais, encore merci, hein, c'était vraiment génial, quoi. On fait le feu de camp et puis demain tu repars dans tes aventures. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, de te prêter au jeu dans ce moment d'échange pour découvrir un peu plus qui tu es, de quoi est composée ta vie, ton parcours de vie, ce que tu proposes, parce qu'on va voir un petit peu tes réalisations. Donc tu es réalisateur et en tout cas connu de certaines personnes pour l'émission Nus et culottés que tu co-réalises avec Moots. C'est ça, et Charlène Gravel. Et Charlène, donc Guillaume qui partage avec toi ses aventures. Mais ton actualité, ce que tu es, n'est pas que cette série, même si elle est fort sympathique. Et d'ailleurs, la nouvelle saison va sortir bientôt. Oui, elle sort le 19 juin, mercredi. Alors, tu as 33 ans ? J'ai 33 ans. Tu es ingénieur en génie civil, en tout cas tu en as le diplôme. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà utilisé ? J'ai travaillé 3 mois en tant qu'ingénieur civil. D'accord. Donc, tu es co-réalisateur de la série Nus et culottés. Le concept, je vous rappelle, mesdames et messieurs, si vous l'avez oublié, tu pars nu, sans argent, à la découverte du monde avec ton ami Moots. Et l'objectif, c'était de voir à quel point les personnes pouvaient être généreuses, à quel point on pouvait attendre de la nature humaine, de vous accueillir, de vous habiller, de vous donner à manger et de pouvoir réaliser vos rêves. On va dire ça, donc on va voir ce que tu en tires. Mais tu as aussi une autre actualité, et celle-ci est vraiment, on est au cœur de l'événement, parce que tu as sorti un documentaire très récemment, en tout cas dans les salles, c'était le 5 mercredi dernier. Ouais. Et Je choisis de vivre. C'est ça. Qui fait beaucoup parler de lui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est sur un thème qui est complètement différent de Nus et culottés. On va justement discuter de ça et savoir comment tu as fait le grand écart, et qui est autour du deuil, de la perte d'un enfant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sujet est lourd, mais ce n'est absolument pas plombant, le documentaire, et c'est même un grand cri d'espoir et un message à la vie qui est extraordinaire, et nous allons voir tout ça. Donc, pour débuter, si vous le voulez bien, pour vous remettre dans l'ambiance, je vous propose de découvrir un petit bout de Nus et culottés, et le clin d'œil, ce sera que c'était il y a 5 ans et que vous êtes venu en Bretagne. C'est ça. Allez, on regarde la vidéo 1. Merci à toi. Donc France 5, hein, la prochaine saison, dans 15 jours, 10 jours. Ouais. Allez, on lâche rien là. Ça prend. Alors on part depuis la Creuse. Puis le plateau de 1000 vaches, sans argent, sans vêtements, sans rien du tout. On n'a pas d'équipe technique. On a juste 3 caméras. Une ici Une ici. et une là. Et on a un rêve, c'est d'aller rencontrer un druide en Bretagne. Et on aimerait faire ce trajet avec une mobilette. C'est un vieux délire d'ado qui nous démange là. Druide et moi ça m'évoque Panoramix, Astérix Obélix. Un truc un peu magique. Il a une barbe, c'est obligé. Ouais, ça c'est sûr. Sinon c'est pas un vrai druide. Alors sinon, c'est pas un vrai druide. Pour la petite histoire, tu peux nous donner une petite anecdote, c'est que vous êtes bien arrivé en Bretagne, et le druide, c'était une druidesse. Et comment s'est passée cette aventure bretonne? Alors qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Bon, faut que je vous avoue quelque chose, je vais vous faire un aveu. En fait, pour ce départ, ça n'a pas été filmé, mais on est parti avec un ami à nous qui s'appelle Kim Pache, et qui est un grand trappeur. Et en fait, au début de ses aventures Nus et culottés, Kim Pache, il nous formait sur les techniques de vie sauvage. Et de temps en temps, on l'emportait avec nous parce que c'est aussi un ami, donc autour du feu, comme on est en train de faire là. Avec Kim Pache, le soir, on parlait. Et ce soir-là, on a eu un bel échange. Donc on l'a pas filmé, bien sûr. On s'est endormi sur ces herbes qui s'appellent du carex. On s'est réveillé le lendemain matin, lacéré, on saignait, comme si on avait dormi sur des lames de rasoir.
Et au petit matin, on s'est fait des jupes végétales et on est parti rejoindre la civilisation avec Moots. Quant à Kim, il a pris sa voiture et il est parti. Mais quand il est parti en voiture, il a vu un vieil homme sur le bord de la route qui faisait du stop. Alors Kim, qui est archéologue expérimental, amoureux de la préhistoire, de la taille de pierre, etc., s'est arrêté pour prendre cet homme. Et l'homme, à peine rentré dans la voiture, lui dit « J'ai un cadeau pour vous ». Et il lui a tendu un silex. Kim, c'est un tailleur de pierre, quoi, hein. Je veux dire, il était impressionné. Mais comment tu sais que c'est ça que j'aime, quoi? Le vieil homme a dit bah, « Je suis pas comme ça, je sentais qu'il fallait que je t'offre ça ». Et ensuite, Kim lui a demandé « Mais t'es qui, en fait ?» Et l'homme lui a dit « Moi, je suis un druide. » Donc il a fait demi-tour. Et Kim lui a dit « Non mais attends, c'est incroyable, là, j'ai 2 amis qui partent à poil sans argent pour aller en Bretagne pour rencontrer un druide. » Et le druide a dit « Ok, il faut qu'ils aillent rencontrer Onaf. Elle vit sur la route la plus à l'ouest de la Bretagne, sur le dernier village. » Et donc Kim nous envoie un mail. Et nous, ce soir-là, on regarde nos mails dans la maison dans laquelle on était. Et on reçoit le message de Kim. Et on dit, d'habitude, on prend jamais d'informations à l'extérieur du voyage. Mais là, la synchronicité est tellement fou qu'il faut absolument qu'on aille là-bas. Et donc, on a passé 1 semaine à trouver la dernière route la plus à l'ouest de la Bretagne. Vous imaginez bien. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment une route qui allait le plus à l'ouest. Mais en fait, il y a 3 grosses routes quoi, qui sont à peu près parallèles, 3 villages. Donc, on a fait tous les villages en fait, sur la pointe. On a demandé à tous les villageois et ça nous a pris 3 jours pour trouver cette femme. Et en fait, c'était une druidesse. C'était une druidesse. Et la petite histoire, c'est que avant de partir, vous aviez pris un cadeau pour cette personne qui devait être un druide, qui était de la sève de bouleau. Et en arrivant chez cette femme, vous lui donnez le présent pour la remercier et elle était en train de travailler sur une branche de bouleau. C'est ça. Et elle est restée comme 2 ronds de frites, comme on aurait pu l'être. C'est ça. Et en fait, depuis le début de ces aventures, moi j'étais très marqué en fait par les miracles qu'on a vécus. Je m'étais toujours dit, en fait, les miracles, on en vit tous dans nos vies des moments un peu de synchronicité, mais je m'étais toujours dit, ces moments, on peut pas les filmer. Je sais pas pourquoi, j'avais l'image que c'est tellement indicible, c'est tellement sacré qu'on peut pas capturer un mirage comme ça. Et en fait, il y a plusieurs moments dans Nuit et culotté où on a été témoin de miracles et que ces miracles ont été filmés. Il y a même des gens, quand ils voient les films, ils nous disent « Mais en fait, c'est truqué vos films, c'est pas possible. » quoi. Je racontais tout à l'heure au groupe avec qui j'ai fait un atelier, le premier voyage qu'on a fait, où on est parti de la Drôme pour aller faire du parapente en Corse. Ils annonçaient 0 degré pour la nuit. Et nous, on savait qu'à 0 degré, on peut pas passer la nuit à poil, quoi. Et on voulait passer une nuit dehors. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à allumer du feu avec notre technique en frottant 2 bouts de bois. Donc là, ça marche dans l'épisode que vous avez vu. Mais quand on a essayé dans la Drôme, ça marchait pas. Il y avait beaucoup de fumée, mais il n'y avait pas de feu. Et du coup, au bout de 2 heures, on voyait le soleil qui commençait à tomber, la température qui dégringolait. Et on s'est dit, si on n'a pas de source de chaleur, il nous faut une couverture au moins. Donc on va pour gratter la mousse sur les rochers. On est au mois d'avril, il y a très peu de feuilles par terre. Mais la mousse sur les rochers, il y en a très très peu, quoi. Donc on gratte. Et puis au bout de 10 minutes, j'entends Moumoutz qui hurle. Il fait « Non, regarde ce que j'ai trouvé !» Un briquet. Et ça compte, ça ? Faut l'utiliser ? En fait, je sais pas combien de briquets t'as trouvé dans ta vie. Moi, j'en ai trouvé peut-être une dizaine. Sur les 10, il y en avait 9 qui marchaient pas. Le seul qui marche, je le trouve un jour où je suis à poil et j'ai besoin de me faire un feu pour passer la nuit. Donc en fait, on a trouvé ce briquet, mais c'était encore plus fou que de s'allumer un feu en frottant 2 bouts de bois. Et on s'est dit, personne n'allait nous croire. Donc on a fait semblant d'allumer notre feu avec les 2 bouts de bois. Parce qu'on s'est dit, les gens vont dire, ok, genre, vous avez trouvé un briquet dans la nature, quoi. Parce qu'on était quand même à quelques kilomètres du premier village, quoi. Donc là, on en est à la saison combien ? 7, 8 ? Là, on en est à la saison 7. Et ça fait 30 épisodes. 30 épisodes. Combien de personnes rencontrées ? Alors j'ai compté un jour, on a fait à peu près 2000 rencontres où on a parlé un peu plus de la pluie et du beau temps. La météo de la Bretagne, quoi. L'objectif, c'était de montrer, de prouver qu'il y avait encore du bon sens dans ce monde, en tout cas qu'on pouvait ouvrir la porte à l'inconnu, faire confiance et offrir le gîte, le couvert, des vêtements.
Objectif atteint? Ou est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir dans ce concept-là tel qu'il existe? Ben, par rapport à cet objectif autour de la solidarité, de l'hospitalité, moi je suis assez heureux. J'ai mon côté scientifique qui revient, où j'ai mené mon expérience vraiment très scientifiquement. J'ai compté, on a passé à peu près 400 nuits chez l'habitant. Et sur ces 400 nuits, 400 nuits en voyage plutôt, on en a passé 350 chez l'habitant et 10 dehors. Ok. Donc ça fait même pas 5% d'échecs, quoi. Donc il y a une grande majorité de succès à dormir chez l'habitant. Et... En moyenne, on avait besoin de toquer à 5 portes pour qu'il y en ait une qui s'ouvre. D'accord. Donc c'est quand même des chiffres qui font plaisir et qui rassurent, quoi. Et t'as fait le calcul de ce que vous avez gagné? En dépenses non faites? Ah, en dépenses non faites, ouais, ça fait un paquet, quoi. Et, et simplement pour terminer là-dessus, moi quand j'ai réalisé en fait que j'avais une image de mes contemporains français qui était un peu finalement biaisée, je me disais les Français sont individualistes, on peut pas compter sur eux, il n'y a pas de solidarité. En fait, l'expérience qu'on a vécue en France en voyageant à peu près dans toutes les régions, c'est pas du tout ce que j'avais comme image. On a été hébergés, vraiment, les gens étaient solidaires. Alors cette émission, elle n'est pas tombée du ciel, elle est le fruit d'une maturation de 2 parcours de vie. Moutz, Guillaume et toi, avec des dénominateurs communs, c'est-à-dire une grande présence et importance de la nature dans vos vies, le goût du voyage, une idée que effectivement la solidarité, ça existe et on va le prouver, et puis le goût des rencontres. Tout ça a fait que ça a donné cette émission, mais raconte-nous un petit peu d'où tu viens. Comme Matali, tu viens d'un endroit un peu où il n'y avait pas grand monde, 20 personnes je crois. Ouais. Tu fais plus fort, donc dans la Drôme. Non, en Isère. En Isère. Un petit village qui s'appelle Montgoutou. C'est pas en Afrique, hein, c'est bien en France. Perdu en haut des montagnes à 900 mètres d'altitude entre Grenoble et Chambéry. Et dans ce village où il y avait la majorité des gens, c'était des paysans. Mes parents sont arrivés comme les premiers néo-ruraux dans le village et ont reçu un accueil un peu glacial de la part des paysans là-bas. C'était un peu dur de faire notre place. Mais bon, mes parents qui sont aussi issus d'un monde paysan, quelque part, ils ont réussi à progressivement construire leur maison, faire leur place. Et moi, à l'âge de 6 ans, il s'est passé quelque chose qui a radicalement changé le cours de ma vie. C'est qu'un soir, je rentre chez moi après l'école, c'était un soir d'hiver, et ma maison était en train de brûler. La maison que mon père avait construite était en train de cramer. Donc j'ai le souvenir où je suis devant cette maison avec mon petit frère, ma grande sœur, mes parents qui venaient de revenir du travail, et ma maison brûle. Et en fait, à 6 ans, ma maison, c'est mon univers, quoi. C'est ma chambre avec mes jouets, mes vêtements, tous mes repères, c'est ma vie. Et ce soir-là, quand ma maison brûlait, on a vécu notre premier nuée culottée version familiale, quoi. Et en même temps, le lendemain et les jours qui ont suivi, j'avais tout perdu matériellement, et ces villageois qu'on connaissait assez peu finalement, qui étaient assez froids, se sont montrés tout à coup hyper généreux et solidaires. On nous a offert des vêtements, on nous a offert de quoi, pour nous avec mon petit frère, des jouets. Mes parents, on leur a donné de quoi vivre. On nous a même offert une maison, le temps de reconstruire la nôtre. Et donc j'ai enregistré à l'âge de 6 ans, quand tu perds tout matériellement, il y a quelque chose d'autre qui peut prendre le relais, et c'est la solidarité. Et quelque part, Nuée culottée, c'est vraiment imprégné de cette expérience. C'est marrant, j'ai encore l'émotion d'en parler aujourd'hui. Cette expérience à vouloir renouveler ce sentiment de communion. J'ai jamais senti un sentiment aussi énorme qu'à ce moment-là où ma maison a brûlé, en fait. Et Nuée culottée, c'est constamment cette remise à nu pour ressentir cette communion avec des inconnus. Cette sensation de tribu, cette sensation d'être solidaire et d'être invincible, quoi. En même temps, t'es pas obligé de partir à poil pour retrouver cette sensation. Moi, ça a été ma manière. D'accord. Moi, ça a été ma manière parce que je trouvais que dans le monde dans lequel j'ai évolué, qui est très confortable quelque part, le fait de vivre dans ma maison, dans ma voiture personnelle, dans des endroits assez fermés finalement qui pouvaient m'isoler un peu du contact avec les autres, j'ai trouvé que c'était finalement dans les moments de danger ou les moments d'effondrement que ça pouvait révéler cette entraide qui n'était pas forcément présente au quotidien, quoi. Et d'être dans le dépouillement le plus total, sans vêtements, sans argent, ça avait un sens aussi?
Ben ouais, après j'ai grandi, j'ai beaucoup été dans la nature. Pour moi, la nature, c'était un endroit où j'allais me régénérer, j'allais jouer avec mes amis. Et t'as fait une section sport nature? J'ai fait une section sport nature au lycée, donc c'était un lycée général. Et un jour par semaine, on partait dans la nature avec les amis. Et quand j'étais au lycée, j'ai rencontré Pierre Rabhi, qui est un homme certainement que vous connaissez, qui parlait de sobriété heureuse. Et moi, je me disais, quoi ? On peut être heureux avec moins ? Et cette question, ça m'a vraiment accompagné, quoi. Donc, quand je suis arrivé en école d'ingénieur à Toulouse, avec les copains, on s'est mis dans une colocation et on essayait d'être heureux avec moins. Avec moins, oui. Donc, on essayait de vivre une vie vraiment très minimaliste. Et on se rendait compte, effectivement, qu'il y avait un bonheur qui surgissait de cette quête de dépouillement. Et à la fin de mes études d'ingénieur, j'ai eu envie d'appliquer cette quête au voyage. Et donc, je suis parti sur la route pendant 2 ans avec un ami qui s'appelle Guillaume Charouin. Et notre quête, c'était ça. C'était qu'à chaque fois qu'on avançait, on essayait de se délester de quelque chose dans le sac à dos. Alors, au début, c'est facile. C'est le duvet, puis après, c'est la tente. Après, c'est l'argent. Après, c'est quelques vêtements. Et on se rendait compte que plus on se délestait du matériel, du confort, plus on devait faire confiance dans la relation et plus le voyage se chargeait en magie, en fait. Et quand on est revenu en France en 2010, j'ai demandé à un autre ami, Moots, je lui ai dit est-ce que ça te dit qu'on fasse un voyage mais en France et cette fois-ci on part sans sac à dos? Lui il m'a dit ok, on part sans argent. Je fais ok, on part sans vêtements. Ok. Et là, t'as 2 mecs qui sont à fond dans le bluff, quoi. Et qui disent ok, la surenchère. On va prendre l'adage au pied de la lettre, on part avec notre bite et notre couteau, quoi. Okay. Et du village où vous étiez, de Die, maintenant voilà, de Die. De Die, ouais. De Die. Et vous êtes allé où alors? C'était quoi votre challenge? Donc voilà, là-bas, c'était un pari un peu potache entre 2 amis. Et on s'est dit, il nous faut un challenge. Et on s'est dit, ok, on va aller à Paris. On va sortir en boîte de nuit. Arriver là-bas en costard cravate et en décapotable rouge. Il y avait un temps limité ou ça au moins c'était... On s'était donné 1 semaine. Ok. Et 1 semaine après, vous étiez? Eh ben, 1 semaine après, déjà, ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai annoncé ça à mes parents, ils ont été contents. Je suis quand même passé parce que je me suis dit quand même c'est assez con cette idée-là. Qu'est-ce qui me passe par la tête? Et t'étais en école d'ingé ou tu... Je venais d'arrêter mes études et j'ai dit à mes parents voilà, j'ai un nouveau projet. Qui est dans la continuité de ce que j'ai fait. Vraiment la continuité. Je voudrais partir à poil et sans argent. Oui, mon fils. Pour sortir en boîte de nuit en décapotable. Donc ma mère m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Elle m'a dit mais chaton, mais qu'est-ce que j'ai loupé dans ton éducation pour que tu te mettes dans des situations pareilles? Chaton. Chaton. Alors. Et c'est vrai que j'avais pas de réponse à lui offrir à cette époque. Mais moi-même, j'étais dépourvu de tout autour de moi. Tout le monde me disait mais c'est débile cette idée. Et même en moi, je me disais mais c'est pas rationnel. Pourquoi est-ce qu'on part? Et il y avait cette petite voix qui disait ben pourquoi pas? Bah oui. C'est pas rationnel, mais je me sens appelé vers ça. Donc ça se produit. Tes parents mettent leur mouchoir dessus en disant allez vas-y mon chaton. Et... Mon chaton vas-y. Et du coup on se retrouve au bord de la Drôme, la rivière. L'endroit que tu avais été tout le temps. Voilà. Grandi là quoi. Tout le monde te connaît et tu te plantes à poil et. C'est ça. Bon, on avait pris un endroit un peu sauvage. Et puis c'est ce moment-là, vous savez, ces moments-là où parfois on se jette à l'eau quoi, dans des situations de vie. Alors nous, c'était vraiment littéralement on se jetait à l'eau. Avec nous, on avait juste une petite sacoche étanche dans laquelle on avait mis un couteau. Ouais. Un téléphone pour assurer ma mère, un permis de conduire pour la décapotable rouge et un petit appareil photo pour prendre des vidéos sur le chemin, quoi. Et ce moment-là, pour moi aussi, ça fait partie des grands moments de ces dernières années où on met notre caleçon sous le rocher avec Moots, on se regarde, on est à poil, on se dit qu'est-ce qu'on fout là, on est vraiment allé jusqu'au bout du truc, quoi. Et ce moment-là, on dit ok, à partir de maintenant, ce cerveau qu'on aime tant, qui nous a tellement aidé dans nos études d'ingénieur, il nous sert plus à grand chose parce que là, l'expérience qu'on s'apprête à vivre, c'est l'inconnu. On peut pas anticiper ce qui va se passer. Donc on fait confiance et on s'en remet à on sait pas trop quoi. Et on s'est jeté à l'eau. Et je me souviens que cette expérience de moment où on est rentré dans l'eau, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a basculé, quoi, dans nos vies, mais aussi dans notre état d'esprit. Il n'y avait plus de futur, il n'y avait plus de projection, il y avait juste l'instant. Et une espèce de capacité d'adaptation pour arriver à évoluer, se faire des vêtements avec le bout de bâche qui était au bord de l'eau, les herbes qu'on a tressées pour se faire une ceinture, les planches qu'on a récupérées pour faire des tongs. On s'est
posté au bord de la route, on a levé le pouce, on s'est dit bon bah quitte à être là, on va faire du stop quoi. Habillé en mini-jupe bleue et puis en tongs en bois. Et là, il y a une voiture qui passe, la première voiture qui passe s'arrête. C'est un camion blanc. Et là, on sait pas trop si on doit faire confiance en quelqu'un qui s'arrête pour prendre 2 mecs comme nous, tu vois. On sait pas trop qui doit avoir peur. Et là, on monte à l'intérieur, donc il y avait 3 places devant. Et le conducteur, c'est une femme. La cinquantaine, blonde, avec du rouge à lèvres, beaucoup de rouge à lèvres. Et elle nous fait monter devant. Et direct, elle nous parle d'elle, de sa passion pour les dragsters. Effectivement, à l'arrière, il y a un dragster rouge avec une peau de loup et des dents de requin devant. Et c'est complètement surréaliste, quoi. Elle nous parle de sa passion pour les dragsters. Et au bout d'un moment, elle nous dit « Mais vous faites quoi ?» Donc on lui parle, mais on était intimidés. Moi, j'avais peur devant elle, quoi. Ouais. J'étais « Bah en fait, nous, on est partis à poil pour aller à Paris en décapotable rouge. »« Ah, mais vous étiez à poil ! Ah, mais c'est génial !» Elle n'avait pas vu. Elle n'avait pas vu. Et elle nous dit bah, « Je vais vous présenter à une amie. » Et comme ça, de fil en aiguille, en fait, ça a lancé un voyage qui est resté pour Moots et moi notre plus grand voyage. En fait, c'est la première fois en fait, où on osait cette expérience. Et on est arrivé comme ça jusqu'à Paris, avec un costard, une décapotable rouge. Vous avez tout décroché. Tout décroché. Et on a monté une petite vidéo de 5 minutes. Voilà, qui a fini sur le bureau d'un producteur et qui a accepté d'en faire des films. Parce qu'après cette épopée, du coup, l'idée a germé d'en faire peut-être quelque chose. Ouais, au début, on voulait faire cette petite vidéo parce que moi, à l'époque, j'avais écrit un livre sur le voyage et je voulais partager un peu ce qu'on pouvait faire pour faire la promotion du livre. Et en fait, cette vidéo est devenue virale. Elle a fini chez France 5. France 5 nous ont convoqués. Donc, on est arrivé habillé classe en buisson végétal qu'on avait trouvé à Paris. Et je me souviens, on est dans l'ascenseur avec toute l'équipe de France 5. C'était beaucoup des femmes à l'époque. Donc en buisson comme ça. Elles nous font bien sûr visiter tous les étages, passer par tous les... Ah les filles, regardez, tout ça. Et puis on arrive au dernier étage où on se met autour d'un bureau ovale. Et là, sérieux, toujours habillé en buisson végétal, qui nous demande les gars, c'est quoi vos intentions, vos motivations? Et on n'avait pas préparé cette question. Et donc la seule chose qui vient, c'était ce qui nous animait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la sobriété heureuse et l'humanisme. Et ils nous disent, c'est génial. On vous commande un film. Super. Ok, mais là, on avait le double challenge de partir à poil pour réaliser un rêve. On savait pas si c'était reproductible. Et partir à poil pour réaliser un film parce qu'on n'y connaissait que dalle, quoi. Le bluff était allé beaucoup trop loin pour nous avait dépassé. Pris à votre propre jeu. Ah ouais, et puis là, nous, on était là à faire un film. Donc il a fallu structurer un petit peu les choses. Mais l'histoire de la vidéo, il me semble, donc, quand on a échangé, que l'idée est venue de ton papa qui t'a dit mais pourquoi t'en ferais pas des films? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Il me voyait écrire mon livre pendant un an. Étant rassuré, les parents. C'est ça. J'écrivais à l'époque un livre pendant un an chez moi, et puis un jour, il me fait mais t'as écrit ton livre là sur le voyage alternatif, pourquoi t'en ferais pas un film? Et c'est là où j'ai décidé effectivement d'appeler Moots et puis de dire ok viens on va filmer un voyage, quoi. Donc depuis l'aventure dure, vous avez lancé le concept, ça a accroché. T'as des retours de pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce que vous allez pouvoir réagir même sur qu'est-ce que le public aime à part des jolies fesses rebondies, mais parce que c'est le côté un peu excuse-moi mais jeune et cervelé. On a un rêve et puis à chaque fois c'est bien le cliché, la cabane au Canada, le druide en Bretagne, je sais pas manger des Francfort en Alsace, enfin tu vois. Vas-y casse mon programme, je te dirai rien, quoi. Mais ça fonctionne, tu risques rien. Qu'est-ce qui marche? Les retours? Alors, je plus sois dans ta direction, c'est-à-dire effectivement les thèmes qu'on choisit à chaque fois avec Moots, c'est on pioche dans nos rêves d'enfance en fait. C'est que des rêves d'enfants qu'on a et il n'y a personne qui nous donne ces objectifs. Non, c'est que nous. Et on prend une grande feuille généralement au début d'une année, puis on en écrit tous nos rêves comme une liste au Père Noël, quoi. Et puis après on choisit ceux qui sont assez fous pour éveiller la curiosité des gens, mais assez réalisables pour pas que ça nous prenne 1 an et demi, quoi. Genre construire une maison, non, on va construire une cabane. Mais est-ce que c'est tant le rêve que vous projetez, que vous arrivez à réaliser qui est intéressant et qui fait qu'on vous suit, que ce que vous arrivez à faire transparaître, c'est-à-dire l'authenticité de la relation, de discussion que vous pouvez avoir avec les gens qui vous accueillent, et on sent une véritable émotion. Des fois, on peut pleurer avec vous parce que voilà, il y a des histoires de vie qui sont partagées, il y a de l'humanité, quoi. Il y a un truc.
Mais en fait, ça, on s'est fait surprendre par ce côté-là. Au début, nous, on y allait avec notre innocence, comme tu dis, de deux jeunes un peu foufous qui vont juste se faire plaisir, en fait. Et deux jeunes à 20 ans, ils ont envie de quoi? Ils ont envie d'aventure. Ils ont envie de tester leurs ressources, tester leurs capacités. Tu posais la question, pourquoi ce programme plaît? Les gens souvent nous disent merci parce que quand je vois deux mecs qui partent à poil pour réaliser leurs rêves, je me dis que je suis capable aussi, moi, de réaliser mes propres rêves, quoi. Alors, avec de l'argent et des moyens. Première chose. Et deuxième chose, ils disent merci aussi parce que quand on voit toutes les personnes qui vous aident, ça donne confiance en l'humanité. Et donc ça, cet aspect de la rencontre, en fait, j'ai envie de dire, c'était pas prévu. Nous, on partait juste dans l'aventure. Et on s'est rendu compte que quand on arrive devant des gens vulnérables matériellement, quand on n'a pas de vêtements, quand on n'a pas d'argent, et quand on est vulnérable aussi du coup émotionnellement, parce que nos besoins sont très simples, on a besoin de manger, de dormir, de se déplacer, et bien naturellement, les gens se placent aussi dans une posture de vulnérabilité, et il se passe un miracle à ce moment-là, quand il y a deux personnes vulnérables qui parlent depuis leur cœur, ça donne des rencontres extraordinaires. À chaque fois, vous ne ressortez pas de là indemne. Je pense que il y a des choses qui bougent chez vous. Et ça, vous l'avez tellement ressenti que à une période, je ne sais pas si c'est toujours le cas, tu avais mis en place des ateliers près de chez toi où tu permettais à des personnes de partir 24 heures ou 48 heures dans le même état, c'est-à-dire nues, sans argent, et se débrouiller dans la nature. Ça, tu l'as testé et tu m'as dit quand les personnes revenaient, même pas longtemps après, c'était plus les mêmes. Ah ouais. En fait, avec Moots, on s'est rendu compte qu'on avait, quelque part avec ce délire un peu de potes, on avait créé une forme de rituel. Tu sais, un rituel initiatique. Et on a eu envie de le partager avec d'autres personnes. Et du coup, avec Kim Pache le trappeur, on a organisé des stages qu'on appelait Vie sauvage et vagabonde, où on emmenait un groupe de 12 personnes dans la nature, et on l'emmène toujours tous les ans. 12 personnes dans les bois où on apprend à se nourrir de manière sauvage, à faire du feu, à trouver sa nourriture, à faire une cabane, etc. Et au bout de 5 jours, on sort des bois et on emmène les gens sur la route. On leur dit maintenant, vous n'avez pas d'argent, rendez-vous dans un lieu inconnu dans 24 heures. Donc les gens forment des binômes. On leur donne un appareil photo instantané, Polaroid, et ils partent comme ça, sans argent. Il y en a un qui un jour qui est parti aussi sans vêtements. Mais on leur demande pas de partir sans vêtements, juste sans argent, sans sac à dos, voilà. Et 24 heures après, on leur donne rendez-vous dans un lieu et ils nous font un compte rendu de leur voyage. Et ben, ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces personnes qui font l'expérience reviennent avec le même constat, avec cette même générosité, cette même hospitalité, cette solidarité qu'ils trouvent sur le chemin. Et moi, ça m'a énormément rassuré parce que je me dis, mais en fait, ce voyage, il dépend pas de deux voyageurs un peu foufous, c'est ce qui attend chacun qui ose faire confiance à l'inconnu. Alors je modère un peu mes mots parce que bien sûr cette hospitalité malheureusement elle n'est pas vécue par tout le monde. Il y a plein de réfugiés qui ne trouvent pas hospitalité, plein de SDF dans les rues. Bien sûr. Mais là c'est encore une autre démarche. Je parle de la démarche du voyage où on se met volontairement dans un dépouillement. Tous les gens qui ont fait ça dans l'expérience revenaient avec cet émerveillement et revenaient transformés. Moi, j'ai vu des gens hyper timides qui n'osaient pas prendre la parole, qui partaient comme ça. Et en fait, quand tu es dans le voyage dépouillé, tu n'as pas le choix que de parler. Parce que c'est une question de survie, quoi. Et les gens revenaient en nous disant, mais je m'étais construit toute ma vie avec l'idée que l'autre est dangereux, l'autre est fermé, et je me suis rendu compte, non, il y a une porte qui s'ouvre quand je toque. Qui serait prêt à tenter l'aventure, là ? Au dépoté, il pleut, tout, on se fout à poil et on part. Ah, quand même, hein ? Il y a une petite tribu quand même. Pas mal. Alors le concept est toujours d'actualité. Il y a la nouvelle saison qui va être diffusée bientôt. On va te retrouver en Norvège, je crois, et La Réunion. Est-ce que ce concept va évoluer ou est-ce qu'il arrive à la fin de quelque chose ? Parce que vous avez grandi aussi. Depuis 20 ans, on a un petit peu plus. On change, on a d'autres aspirations. Est-ce qu'il va rester tel qu'il est ou est-ce que vous allez faire d'autres propositions ? Peut-être plus en phase avec vous-même aussi. Alors, je pense que le concept n'évoluera pas. Le concept Nu et culotté, il est tel qu'il est. Mais peut-être qu'un jour, effectivement, nous, on va arrêter de ce concept. Je me rends compte que ce concept qu'on a inventé, il correspondait aux jeunes vingtenaires fougueux qu'on était, quoi, et par rapport à des besoins particuliers. Et aujourd'hui, l'un et l'autre, l'aventure, on la vit différemment. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin de partir loin et longtemps pour vivre l'aventure. Aujourd'hui, c'est plutôt proche et avec nos familles qu'on essaye de la vivre. D'ailleurs, ça m'a souvent posé question à une époque. Je me disais, mais c'est tellement facile de vivre des histoires d'amour avec des inconnus, mais est-ce qu'on est capable de vivre ces histoires
avec nos parents, nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, c'est de ramener l'état d'esprit du voyage dans un quotidien. L'authenticité de la relation au sein même. Voilà, avec des responsabilités familiales, professionnelles, sociales. Et parce que c'est magnifique ce qu'on vit en voyage avec Moots, mais il n'y a aucun sens à vivre ça que 5 semaines par an, quoi. Bien sûr. L'idée, c'est de le vivre le plus souvent possible, et puis de préférence chez soi, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a essayé de vous racheter les droits? Est-ce que ça va être transposé dans un autre pays, ou est-ce que... Alors on essaye en ce moment se fixer comme année de partager le concept avec d'autres pays, parce que aujourd'hui on commence à être reconnu en France, donc on commence à voyager dans des pays étrangers, mais on se dit ça a moins de sens pour nous de voyager comme ça à l'étranger. On aimerait que ce soit des Allemands qui découvrent l'Allemagne, des Japonais qui découvrent le Japon, des Américains qui découvrent leur continent. Et nous, ce qui était intéressant, c'était de découvrir notre pays, quoi. Parce que c'est vrai que c'est facile d'avoir un regard émerveillé sur une culture exotique, mais c'est sur notre propre culture, sur nos contemporains, c'est plus difficile de retrouver cette curiosité, quoi. Alors, Nu et culotté, c'est une chose, ça fait partie d'une partie de toi, de Nantes. Tu as une autre activité et actualité, donc qui est un documentaire qui vient de sortir, qui traite d'un sujet assez lourd et en tout cas qui est bien loin de Nu et culotté. Comment se remettre du deuil, notamment de la deuil d'un enfant. Ce que je vous propose, c'est avant d'aller plus loin, de regarder la bande-annonce, parce que le documentaire est sorti depuis une semaine. Ouais. Et vous êtes en recherche de salles, parce que c'est un documentaire qui a été bâti et qui a vu le jour grâce à un budget participatif. Ça marche au bouche à oreille. Ouais. C'est un documentaire qui est une ode à la vie. Et donc, je choisis de vivre. Et moi, je vous choisis de découvrir. Et on en reparle après. Merci. Il était une fois une femme qui n'avait qu'un seul enfant. Elle l'aimait évidemment de tout son cœur. Seulement un jour, malheureusement, cet enfant vint à mourir. Moi, je sais qu'il a souffert cette journée-là et que c'est moi qui voulais pas qu'il s'en aille. Elle se sentit alors complètement envahie par la tristesse. Elle ressentait une douleur immense. Je peux pas dire aujourd'hui que j'ai vraiment accepté, quoi. J'aimerais bien pouvoir me dire qu'on peut se reconstruire. Elle voyagea de village en village. Elle parcourut tout le pays. Donc, comme tu m'as demandé, c'est des gens qui viendront à nous, des gens qui ont perdu un enfant, qui ont traversé cette épreuve et qui ont des choses à partager. On va passer par les plus beaux endroits de la Drôme. Et puis avoir quelques surprises sur le chemin. Pour toi, qu'est-ce que c'est la mort? Comment est-ce que tu as trouvé du soutien? Je me sentais coupable de vivre encore. Je donnerai tout pour ne pas avoir vécu cette épreuve. La souffrance était insupportable. Je voulais y mettre fin. Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu justement jour après jour, qu'il y a eu d'autres pensées qui sont venues et qui étaient plus fortes que ça? Qu'est-ce qui t'a aidé à te reconstruire? Faire son deuil, pour moi, n'a absolument aucun sens, parce que ça suppose qu'on commence quelque chose et qu'on le termine. Il y a cette intelligence de ton esprit, de tout ton être, qui œuvre jour après jour à reconstruire, et ça va ouvrir des portes que tu penses fermées à tout jamais. Ou on passe nos jours à l'hôpital et en dehors à pleurer et à se faire plaindre, ou on fait la rigolothérapie. Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Je voudrais dire à tout le monde, mais oui, ça vaut le coup de vivre, ça vaut le coup d'accepter. Amande, fais tout ce que tu peux pour vivre. L'automne, c'est la saison où tout meurt, et en même temps, c'est la saison où il y a les couleurs les plus vivifiantes. Il y a le plus de vie. Et je choisis de vivre. Qu'est-ce que tu nous fais là, Nantes? C'est un peu compliqué de faire le grand écart. Je repasse un petit peu le contexte. Amande est une amie à toi. Ouais. Elle est terrassée par la mort de son petit garçon qui décède la veille de son premier anniversaire. Excusez-moi. Elle est instite.
elle a beaucoup de mal à se remettre forcément de ce qui vient de se passer. Elle vient te voir, elle te demande à l'aide, un peu comme un cri du cœur en disant « Mais non, moi je ne peux pas vivre après ça. Fais-moi rencontrer des personnes qui ont survécu à cet événement. Redonne-moi un petit... la vie en fait. » Et tu lui as dit « Banco, je vais te proposer quelque chose. » Et ça, tu en as fait un documentaire extrêmement touchant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche ? Pourquoi tu t'es sentie aussi, pas impliquée, mais voilà, sensible à tout ça ? Il n'y a pas parce que c'était ton amie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne va pas pleurer quand même. Ben, comment va Amande ? Comment va Amande ? Ça va ? Amande, elle va très très okay. bien. Ouais. Mais ça, ce projet, il m'est tombé dessus, quoi. Je veux dire, j'ai absolument pas provoqué. Autant Nuit culottée, c'est quelque chose, c'était une démarche personnelle. Là, c'est vraiment une demande d'Amande. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire parce que c'est très important. Amande, 2 mois et demi après la mort de son petit Gaspard, donc était complètement, bien sûr, anéanti. Son petit est né la veille de ses 1 an. Pardon. Et oui, donc il est mort la veille de son anniversaire de naissance, voilà, la veille de ses 1 an. Et donc 2 mois et demi après son décès, elle vient me trouver, elle me dit « Si c'est pour vivre cette peine et cette tristesse et cette douleur toute ma vie, autant mourir maintenant. Je ne sais pas si je pourrais traverser cette épreuve. La seule lueur d'espoir qui me reste, c'est l'idée que d'autres aient déjà traversé le deuil d'un enfant et se soient reconstruits. Et si ces personnes existent, je veux les rencontrer. » Et donc, elle me demande d'organiser un voyage à la rencontre de ces gens. Mais la chose qui est vraiment bouleversante pour moi, c'est que en plein cœur du chaos, plein cœur de la douleur, elle rajoute « J'aimerais filmer ces rencontres parce que je pense que d'autres personnes comme moi sont perdues et sans repère. Et j'aimerais que ce film puisse aider d'autres personnes qui ont vécu ce drame ou qui vivent ce drame. » Et donc ce film, en fait, il commence d'un cadeau d'Amande pour le monde. Et en fait, c'est vraiment un cadeau parce que Amande, elle est absolument pas à l'aise devant la caméra. C'est pas du tout son kiff de partager devant une caméra sa douleur et sa peine, quoi. Et donc, elle a vraiment fait ça dans un état d'esprit de don. Et depuis le début, ce projet, c'est un don, c'est un cadeau. Tous les gens qui s'impliquent dessus. D'ailleurs, il a été réalisé grâce aux dons. Peut-être certains d'entre vous ont participé au crowdfunding. On a récupéré plus de 150 000 € pour ce film sur le deuil, ce qui fait Et je choisis de vivre la deuxième plus grande levée de fonds après le film Demain. Donc il y a eu un élan de solidarité extraordinaire. Et c'est ce qui nous accompagne depuis le début. Il y a eu des réunions autour du projet, il y a les projections en avant-première. Là, vous êtes en recherche de salles. Voilà, c'est vraiment de la bidouille. Mettez-moi en contact avec un diffuseur, une salle. Même ici, à Rennes, parce qu'il n'est pas diffusé à Rennes. Il est diffusé à Redon demain, à Saint-Main-le-Grand la semaine prochaine. Alors, si vous avez des tuyaux, allez-y. Si vous êtes touché par la démarche, n'hésitez pas. Et j'en profite pour remercier. Je sais qu'il y a parmi vous des ambassadeurs et ambassadrices qui ont œuvré, qui ont beaucoup travaillé pour que ce film soit diffusé dans des cinémas. Je vous remercie infiniment. Et s'il y en a d'autres qui veulent rejoindre la tribu et puis qui ont envie de participer en nous mettant en contact avec des cinémas ou en faisant de la pub au niveau de la presse ou quoi, vous pouvez rentrer en contact avec nous grâce à la page Facebook Et je choisis de vivre. On a une messagerie qui est ouverte et vous pouvez participer à l'aventure. Et ce projet, il a d'autant plus de sens qu'il résonne dans ton histoire, Nance. Parce que tu es quelqu'un de pudique et qui aime bien déconner, raconter, partir à poil. Mais ce projet, il est venu aussi te bousculer. Parce que dans ta vie, tu as eu deux moments compliqués de rupture. Tu nous as parlé de cette maison de famille qui a brûlé lorsque tu avais 6 ans. Mais tu as vécu un autre drame lorsque tu en avais 15. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors à l'âge de 15 ans, j'ai vécu une deuxième grande perte, un autre grand départ à zéro. Et c'était la mort brutale de ma grande sœur, Lucie. Donc Lucie avait 19 ans et 2 enfants, déjà à son âge. Et un matin, les gendarmes sont venus nous annoncer qu'elle était décédée dans un accident de voiture. Donc l'équilibre de la famille a été complètement bouleversé. Moi, je vivais plusieurs deuils à la fois, en fait, parce que je vivais le deuil de ma sœur. J'ai mis longtemps à comprendre aussi que je vivais le deuil
quelque part aussi de mon père qui s'est laissé mourir un peu chaque jour à partir de ce jour-là. Et moi, j'étais complètement sonné et anesthésié, quoi. J'avais du mal à conscientiser tout ce qui se passait. Et puis, en tant que fils, je voyais mes parents qui étaient un peu anéantis. J'avais envie de les sauver, de les aider, parce que j'avais encore besoin d'eux. Donc, je mettais tout en œuvre pour pouvoir faire qu'ils tiennent debout, quoi. Et ce qui a fait que, en tant que frère, j'ai pas pu vivre non plus au début mon deuil, parce que j'étais très centré sur mes parents. Et donc, l'ambiance à la maison est devenue un peu lourde, et j'ai eu envie de partir sur la route, quoi. J'ai eu envie de partir pour trouver de l'espoir, pour trouver de la lumière. Et quelque part, c'est les gens qui me prenaient en autostop qui me transmettaient cette lumière et cette humanité. Et il m'a fallu 15 ans pour, à un moment donné, grâce quelque part à la mort de Gaspard, réaliser que mais il y a tout un pan de ma vie que j'ai laissé de côté parce qu'à l'époque, je ne savais pas le traiter, on n'avait pas les outils. Et donc, en travaillant sur ce film, ça nous a fait travailler avec ma famille et on a vécu vraiment des miracles. Oui, parce qu'il n'y a pas que toi finalement qui avais mis ça de côté, c'est que dans la famille, ça a été vécu comme souvent dans un deuil, c'est tabou, on n'en parle pas et c'est tellement douloureux que c'est pas possible. Donc on fait comme si ça n'existait pas parce que c'est pas possible de l'évoquer, de le traiter et de vraiment déposer cette tristesse et cette perte. C'est ça. Et mon père qui, depuis quelques années, ne parlait plus, qui avait très peu de vitalité, parce que voilà, c'était de plus en plus difficile pour lui. Quand on s'est remis à en parler, parce qu'on a trouvé les mots... À travers le documentaire. Voilà, c'est ça. En fait, le documentaire, c'était un prétexte pour en parler avec mes parents. À chaque fois, je les appelais pour parler du documentaire. Ça soignait la famille aussi. En fait, on parlait quelque part de ça. Et en fait, ce qui était assez magique, c'est de voir mon père, donc notamment, qui, en remettant des mots sur ce qu'il vivait, en se livrant, je l'ai vu vraiment se délivrer. Et ma mère, un matin, qui m'appelle, qui dit « Mais c'est quoi ce délire, là ton père qui se met à travailler au jardin, qui se met à m'écrire des poèmes, il retrouvait vraiment sa vie, sa vitalité, quoi. C'était une énorme réconciliation dans la famille et puis une forme de... Ouais, comme si on avait ressuscité, quoi, de ça. Donc, souvent, les gens me disent « Et je choisis de vivre, c'est pas un sujet trop lourd ?» Je dis, je me suis jamais senti aussi vivant que depuis que je fais ce projet. Et puis tous les témoignages qu'on Vous avez des super critiques en plus. Au-delà des témoignages de ceux qui viennent voir, il y a l'Obs, Le Point, Télérama. Et sur Allociné, on a reçu la note de 4,8 sur 5. Le jour de la sortie. Ouais, il y a pas de... Enfin, il a été classé meilleur film aujourd'hui à l'affiche, quoi. Et nous, on était hyper surpris, quoi, parce qu'on partait avec ce projet, on savait pas trop où ça allait nous emmener. En fait, il a reçu un super accueil. Et il parle de la vie, de la force de la vie. Il parle de la force de la vie. Et en fait, tu parlais de grand écart tout à l'heure entre Nuit et culottée et Je choisis de vivre. C'est en même temps un grand écart et c'est en même temps tellement proche. Dans les deux programmes, dans les deux films, finalement, on s'intéresse à comment se reconstruire après la perte. D'un côté matériel et de l'autre côté la perte d'un être cher. À chaque fois qu'il y a une projection, souvent il y a des débats, des échanges. Qu'est-ce qu'il en ressort finalement les personnes témoignent de ce qu'elles ont vécu et ce qui fait du bien, c'est qu'elles peuvent déposer là où elles en sont. Il y a des personnes qui disent moi je peux pas passer par-dessus, je suis bloquée, c'est trop dur, mais elles peuvent le déposer et le fait de déposer, de proclamer quelque chose, ça répare un petit peu aussi. Ouais, exactement. Des cercles de parole un petit peu. Exactement. J'ai une amie qui est venue assister à une de ces conférences. Elle me dit « J'organise des cercles de parole depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu ça. » Les gens, après le film, en fait, il se passe un truc un peu magique où, à force d'avoir entendu des témoignages pendant le film, les gens se livrent hyper facilement. Et en fait, il y a cette invitation qu'on lance aux gens. Peu importe ce que vous vivez, peu importe où vous en êtes dans le deuil, même si vous n'avez pas envie de faire votre deuil, même si... vous pensez que vous n'y arriverez pas, même si vous n'avez pas envie de vivre, vous pouvez le déposer ici, quoi. Alors du coup, il y a des témoignages de gratitude, il y a des témoignages de désespoir, il y a des témoignages d'impuissance, il y a des témoignages de colère, il y a des témoignages d'apaisement, de reconstruction. Mais peu importe ce qui se passe. Et moi, quand j'entends ces témoignages, à chaque fois, au fond de mon cœur, silencieusement, je me réjouis parce que je me dis, mais ces gens-là, ils parlent. Et c'est le plus important, de s'exprimer. En fait. Je suis hyper content d'offrir aujourd'hui ce que moi j'ai pas pu vivre quand j'avais 15 ans parce qu'on n'avait pas les outils, on savait pas faire, mais on grandit et on apprend, quoi. Et du coup de cet événement qui était assez difficile, on en a fait une force pour pouvoir offrir ce qui fait du bien, en fait, une tribu dans laquelle se déposer.
En 2019, maintenant, avec ce documentaire, est-ce que tu as fait avant, tu te sens plus complet et plus en phase avec toi-même, prêt à faire d'autres choses, ou tu es encore dans ce tourbillon, ou est-ce que deux parties se sont recollées ou... Ouais, exactement. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir évoqué ces deux parts-là, parce que souvent les gens me connaissent d'un côté ou de l'autre, et aujourd'hui, je suis très heureux de me présenter à vous par ces deux aspects-là qui sont effectivement... effectivement, on devait rester sur Nu et culotté, on a longuement parlé au téléphone, et puis moi j'avais un problème en préparant la rencontre. J'ai dit, attendez, je me dis, il va manquer un petit bout de la personne quand même. Tu étais en pleine promo, je te suivais sur les réseaux, tu demandais, pas de l'aide, mais en tout cas, parler du film pour qu'il soit projeté. Je dis, on va parler d'un mec qui fait ses rêves à poil, il part dans la forêt, ok, mais en face de moi, j'ai quelqu'un d'autre, et puis il a une autre actu. Ouais. Donc ça me paraissait indissociable en tout cas. Ça te ressemble bien de faire ça comme ça. Ouais. Mais voilà, tant mieux. Merci beaucoup de ce moment très sympathique. J'espère que tu as apprécié, comme je pense l'assistance a apprécié, que tu te mettes à nu, que tu joues le jeu, même si je suis désolée, non, il ne se mettra pas tout nu. Mais merci beaucoup à toi, rentre bien, et...